On va parler de Manchester United. Jingle Manchester United. On a enfin quelqu'un qui a de réelles convictions et surtout de réelles ambitions. Il y a 2 semaines, on a parlé d'identité. Et même si on va pas se mentir, United n'est pas encore revenu au niveau qui était le sien il y a une douzaine d'années. United affiche enfin un visage conquérant et ça fait plaisir parce que c'est ce qu'est Manchester United. Manchester United ne peut pas se contenter de viser le top 4 et une finale de coupe. Manchester United doit viser chaque compétition dans laquelle elle est au début de la saison. Et aujourd'hui, Ten Hag, c'est quelqu'un qui a compris ça, qui est vraiment en train, justement, on parlait de transmission de messages, qui est en train de transmettre ça à son vestiaire. Quand on voit un mec comme Marcus Rashford qui est juste en train de rouler sur le football actuellement, qui est en train de revenir à un niveau auquel on ne l'avait jamais vu, c'est juste magnifique. Et oui, Ten Hag est totalement l'homme de la situation parce que il a un effectif qui est, je pense, intrinsèquement très très bon. Il a réussi à réaliser ce parfait mélange entre j'ai mes principes, comme on les a vus à l'Ajax, j'ai des joueurs qui ont certaines qualités qui ne correspondent pas forcément à ce que j'avais auparavant, mais je vais réussir à m'adapter et en même temps à leur apporter. C'est une relation tout à fait saine entre des joueurs très talentueux qui avaient déjà un certain vécu et un coach qui lui aussi a un vécu européen, on l'a vu ces dernières années. Et c'est une formule qui marche pour l'instant. Alors, à savoir combien de temps ça va durer, jusqu'où ça va aller dans le positif ou dans le négatif, mais Ten Hag a totalement compris là où il avait atterri, chose que les anciens coachs de Manchester United depuis le départ de Sir Alex n'avaient pas vraiment en tête, je pense. Et par rapport à Manchester United, on voit qu'actuellement ça va très très bien. Est-ce que on a vu avec les nouvelles news apparemment, donc voilà, quand j'avais écrit le script, je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que tu pourrais penser? Qu'est-ce que QEA, qui est une filiale qui est filiale de QSI, enfin QSI est une filiale de QEA, qui est gérée par Tamim, le propriétaire du Paris Saint-Germain. Et on a vu aujourd'hui, selon Fabrizio Romano, que Jim Ratcliffe de Ineos aurait fait une offre officielle pour être l'actionnaire majoritaire de Manchester United. Est-ce que c'est le moment pour la famille Glazers de prendre ses bagages et d'aller autre part? Et qui aimerais-tu? Le Qatar, la Maxi Kishta ou Ineos, les rois du sportif, on va dire? J'ai pas vraiment de préférence. Alors oui, je pense que les Glazers, c'est bon, il faut partir. Mais je pense que ce qui est important, c'est que le repreneur, si repreneur il y a, de l'histoire de ce club, des ambitions de ce club, et ça déjà, de l'histoire de ce club, des ambitions de ce club, et ça déjà, on sera gagnant si le nouvel investisseur prend tout ça en compte. Donc pour l'instant, c'est tout ce que je pourrais te dire, vu qu'on n'en sait pas vraiment plus. Et sur ce qu'on voit par rapport à Manchester United, on peut quand même parler de Casemiro. Ouais. L'apport qu'il a, il est quasiment indispensable à cet effectif-là. Casemiro, je dirais pas revit parce qu'à Madrid il était énorme, mais tu vois la différence quand il y a un Fred à côté d'un Casemiro. L'année dernière, il disait vers la fin de saison qu'il ne pouvait plus défendre pour deux parce qu'il défendait et pour Modric et pour Kroos. Et on a senti que par moments ça pouvait un petit peu le bon et le moins bon, voire même le catastrophique. Il a quand même voire même le catastrophique. Il a quand même un autre profil travailleur à côté de lui. Tu as Bruno Fernandes qui est plutôt généreux aussi. Tu as un Christian Eriksen aussi qui devient de plus en plus énorme avec vous et qui devient la caution technique de votre milieu, je trouve. Donc finalement, c'est un apport bienvenu et surtout par rapport à Manchester United dans sa quête pour retrouver les sommets et surtout s'y installer. T'as besoin d'un mec comme Casemiro qui, quand t'as gagné 5 Ligues des Champions, que t'as fait un free-pit en étant un meuble du milieu de terrain, forcément pour te relancer à très très court terme, la pioche est excellente.
Il y a d'autres joueurs aussi dont on pourrait parler, même si qui sont un peu irréguliers, je trouve. Mais par exemple, Luke Shaw, son repositionnement en défense centrale, on l'avait déjà vu sous Ole Gunnar Solskjaer, mais c'était dans une défense à 3 et il était le central gauche. Mais là, vraiment, dans une défense à 4, à côté de Varane, si je me trompe pas. C'est ça. Au Exactement, Camp Nou, j'ai trouvé très très bon aussi. Victor Lindelof, qui est en train de se réinventer au poste de numéro 6. Ça, j'avais pas vu venir. Mais c'est une excellente chose pour lui aussi, tant qu'à faire. Marcus Rashford, on l'a dit, il revit aussi. Il y a beaucoup d'éléments. Après, United va devoir recruter pour aller chercher d'autres choses, pour aller étoffer son effectif. Parce que je pense pas que ce soit avec un Wood Weghorst que tu peux vraiment viser les sommets, ni même avec un Sancho qui finalement sort à peine d'une période trouble et a besoin de beaucoup de temps pour s'en remettre, à Anthony qui peine à justifier son investissement, même si je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. Au final, je pense que United, ce dont ils ont besoin surtout, c'est d'aller chercher un attaquant expérimenté, disponible tout de suite et qui va pouvoir leur apporter immédiatement du concret, du résultat. Et pour ce qui est du style de jeu, il y a des garanties, tu l'as dit, avec Ten Hag, qui colle parfaitement avec, en tout cas, la nouvelle mentalité United, parce qu'il y a des différences par rapport à l'époque Sir Alex, mais il a compris les enjeux du football d'aujourd'hui et de demain, et il a compris aussi l'identité Manchester United, donc ça, en soi, c'est très très bien. Avec Chelsea, est-ce que Imran, c'est le moment pour Manchester United de revenir à un niveau, à un état doré, et pourquoi pas essayer dans les années à venir de concurrencer Manchester City et Liverpool pour l'APL? Exactement, c'est enfin le moment pour ces deux clubs de revenir, de mettre fin à cette période d'instabilité. Parce que ce qu'a réussi à apporter Ten Hag, c'est enfin de la stabilité. Avec Ole Gunnar Solskjaer, il n'y en avait aucune. Et derrière, tu pouvais te retrouver avec des joueurs qui enchaînaient les matchs, mais de manière totalement abusée. Et l'exemple le plus typique, c'est Marcus Rashford. En 2020-2021, il enchaîne, je crois, 50-60 matchs avec Manchester United et il finit essoré. Et tu le sens la saison qui suit, qu'il est complètement dans le trou, tant mentalement, parce que le penalty de l'Euro 2020, il lui a encore trotté dans la tête. Et il s'est blessé après. Et il s'est blessé après, exactement. Il a Et joué blessé en plus. Et il est revenu qu'en octobre. Après, il a joué blessé. Et derrière, ça a été une catastrophe. Mais pour moi, l'enjeu pour Manchester United, ce serait enfin de se débarrasser des Glazers. C'est en bonne voie parce qu'il y a eu des offres. Mais tant qu'il y aura les Glazers dans les pattes, tu pourras mettre n'importe quel entraîneur. Cet entraîneur-là n'aura pas les mains libres. Parce que les Glazers n'auront pas les mêmes objectifs. Ils n'auront aucun objectif sportif. Si ce n'est d'acheter des joueurs pour ensuite faire des dividendes, avoir des commissions et derrière s'enrichir les poches. Parce que leur modèle de rachat à ces deux-là n'est absolument pas fiable. On a parlé de LBO, tu fais un prêt et derrière tu dois rembourser chaque année. Et ça, comme modèle sportif, ce n'est absolument pas viable. Et ce qui a été intéressant, sur Qatar, dans ta question par rapport à Ineos et au Qatar, c'est que tu as mis en valeur deux modèles d'entrepreneuriat sur le sportif. Ineos qui sait investir dans le sport, qui connaît le contexte sportif, qui sait faire performer une structure. On l'a vu avec l'équipe Sky en vélo, on le voit avec Mercedes. On le voit avec Mercedes en Formule 1 qui continue à gagner, même si la saison 2022 n'était pas correcte. Et du coup, le Qatar, tu as un autre modèle. Le Qatar, c'est un modèle beaucoup plus mécène, beaucoup plus cash T'es pas dans sûr le de sens. ça. Ça, tu peux pas en être si sûr. QSI, on le sait. Parce que pour le coup, Mais là, tu viens dans un contexte géopolitique déjà quand même assez, pas instable, mais je dirais que tu as un rival, Manchester City. Mhm. T'as Newcastle, un autre rival du Moyen-Orient, et tu as vous, les nouveaux riches qui viennent d'arriver avec Todd, qui est américain. Donc si tu viens avec QIA, une autre filiale de QSI, c'est peut-être pas les mêmes objectifs, c'est peut-être pas la même teneur avec Manchester United qu'avec le Paris Saint-Germain, parce que là tu rachètes un club qui a déjà une histoire, qui est déjà légendaire. Donc au final, racheter Manchester United dans cet état-là, qui est quand même dans un très bon état, à une famille qui n'est plus en état de pouvoir diriger un club comme Manchester United, c'est peut-être pas aussi la même chose. Il peut peut-être aussi se passer une gestion sportive différente. Bon, ce sera peut-être aussi du foutage de gueule pour le PSG, mais ça, c'est pas grave, c'est à part. Donc, tu pourrais aussi te dire que tu peux repartir avec un nouveau navire, comme l'a dit, je sais pas comment il s'appelle, mais il parlait souvent pendant la Coupe du Monde, qu'on veut essayer de créer quelque chose de nouveau avec Manchester United et de redevenir, pourquoi pas, le meilleur club du monde. Donc, ça peut aussi donner... Et Nasser El Khelaifi n'est pas là, c'est autre chose aussi. Mais en tout cas, il faut laisser Ten Hag travailler. Il faut lui laisser, parce que Eric Ten Hag, c'est peut-être l'entraîneur aujourd'hui qui est le mieux placé pour faire revenir Manchester United au sommet. Parce qu'encore une fois, Eric Ten Hag, il sait comprendre
et en même temps, il sait aussi mettre de l'eau dans son vin. Par exemple, en début de saison, il a tenté des expérimentations type Ajax. Il a vu que ça ne payait pas. Il a vu que face à Brentford, les relances courtes, ça paye pas parce que tu n'as pas les joueurs et aussi tu n'as pas aussi la confiance dans la tête. On l'a vu avec Eriksen qui faisait pas mal d'erreurs. On l'a vu avec De Gea. Donc, il est revenu à quelque chose de beaucoup plus conventionnel. Et on retrouve parfois ce Manchester United un peu type Ole Gunnar Solskjaer contre les gros, c'est-à-dire une équipe qui défend bien et qui sur chaque contre-attaque peut faire mal. Mais dans les gros matchs, enfin face à Manchester City, mais aussi dans les petits matchs, on sent qu'il y a beaucoup plus de maîtrise. On sent enfin que Manchester United ne joue plus sur un fil. Et tu sens que les contre-attaques sont bien gérées parce que la défense, elle est correctement organisée. Et c'est pour ça aussi qu'un Raphaël Varane s'en sort mieux sur cette deuxième saison. Et c'est pour ça aussi que tu peux te permettre de mettre un défenseur latéral gauche à ce poste de central gauche, en l'occurrence Luke Shaw, qui lui aussi est excellent, même si tu sens qu'il a des limites sur la gestion de la profondeur, qui n'est pas tout à fait véloce. Et c'est pour ça aussi qu'au niveau des latéraux, tu peux te permettre de refaire performer un Diogo Dalot qui n'était vraiment pas bien la saison dernière, mais qui, avec un système beaucoup plus rationnel, avec des consignes beaucoup plus claires que ceux de Solskjaer ou même de Rangnick, tu sens qu'il performe mieux. Tu voulais dire un truc avant? Juste que la défense de United, c'est une chose, mais comme tu l'as dit, il met de l'eau dans son vin. Je pense que le meilleur symbole de cela, c'est Casemiro, parce que faut pas oublier, au départ, il ne voulait même pas en entendre parler. Enfin, il était là, mais il enchaînait les matchs sur le banc, il rentrait pas. Et c'est quand il est rentré dans le 11, le bien fou qu'il a apporté, il est devenu indispensable, et depuis, il fait que carburer. Et finalement, tu regardes les dernières contre-performances de United, C'est parce qu'il est pas là. bah, Casemiro n'est pas là. À chaque fois, les meilleurs résultats, il est là. Et les contre-performances, correspondent au moment où soit il est suspendu, soit il est blessé, soit il lui est arrivé quelque chose et il n'a pas tenu le truc. Mais sinon, en général, United s'en tire très très bien jusque-là. À voir maintenant à voir ce que ça va donner dans une réelle course au titre. Parce que même si cette saison, il y a peut-être quelque chose à aller gratter, à aller chercher. Mais j'attends de voir un United J1 qui se dit on est candidat au titre, on va jouer le titre à fond, on n'est pas là pour juste déranger City, déranger Liverpool, déranger Arsenal, on est là pour les battre, on est là pour jouer le titre. Ça attend de voir parce qu'il ne faut pas oublier le début de saison aussi a été très très compliqué, tu l'as souligné aussi, il y a eu le 4-0 à Brentford, il y a eu le 2-1 à Old Trafford contre Brighton, Oui. tu vois, il y a eu tous ces résultats là, donc tu as un peu lancé difficilement ta saison. Mais il y a eu ce match à Old Trafford contre Liverpool qui a un peu tout lancé aussi, il faut le dire. Et Moi, face à Arsenal aussi. oui aussi. Et tu vois, il y a victoire contre City, victoire contre Arsenal, match nul à Stamford Bridge. Finalement, tu regardes, t'es Manchester United, tu te dis ok, j'ai des bases, je sais sur quoi je dois me construire. J'ai un top player qui est en feu en ce moment et il faut que lui, je l'entoure coûte que coûte parce que même dans un entourage un peu moindre par rapport à ce à quoi ambitionne United, il performe. Alors avec des joueurs de haut standing, ce qu'il pourrait donner, ce serait encore plus fou. Donc pour moi, tout est bon pour United. L'avenir semble radieux. À eux de bien gérer la chose maintenant. Et qu'est-ce que tu penses par rapport à un éventuel repreneur? Alors, le repreneur qatari, je pense que je suis pas sûr que ce soit 100% une bonne idée parce que si c'est une filiale de QSI, QSI est une filiale de QIA. tu peux te dire qu'ils vont tenter d'appliquer à peu près le même modèle, même si en soi, il y aura moins de choses à faire parce que Manchester United, c'est Manchester United, tout le monde sait qui est Manchester United, c'était pas le cas avec le PSG. Mais encore une fois, tu vois, tu pourrais tenter de faire le même modèle, tu pourrais tenter d'aller chercher les gros stars, etc. Parce que United a eu des stars, mais l'essentiel, c'est surtout que United a produit des stars. Alors que les Qataris, on sait qu'ils aiment bien aller les chercher. Donc c'est sur ça qu'il va falloir que Ten Hag et les différents repreneurs se mettent d'accord. Il faut qu'on ait une politique en commun, il faut qu'on ait ce truc-là où on est parfaitement synchro et sur la même ligne directrice. Et je pense que United pourra recommencer à dérouler, ouais. Pour commencer à dérouler, on peut aussi parler de l'Europa League. Ils sont toujours en lice, 2-2 face au FC Barcelone, qui a quand même réussi à aller chercher ce match nul. Une finale, comme tu l'avais dit, en Carabao Cup face à Newcastle. Est-ce que Manchester United est le favori en Europa League? Alors, oui. Oui. Je le pensais déjà avant la double confrontation contre Barcelone. Et je le pense encore plus après ce match aller. On a vu tout ce que United sait bien faire jeudi soir. On a vu une équipe qui, certes, défend assez bas et donc, du coup, défend en équipe pour quelques sueurs froides, mais une équipe qui défend bien, qui, dans les duels aériens notamment, affiche beaucoup de sérénité. Un Raphaël Varane, encore une fois, excellent, comme contre notamment Manchester City.
une équipe qui est aussi tueuse en contre. Ça va très vite devant, c'est un jeu très très direct. Les joueurs arrivent à se trouver très facilement sur ces phases de transition. Euh, C'était au Camp Nou face à une plutôt bonne équipe de Barcelone qui a fait un bon match, qui a bien manié le ballon, même si voilà, ils ont pas fait le match parfait, tout comme United d'ailleurs. Au match retour à Old Trafford, je pense que United vraiment aura l'ambition d'aller gagner. Ils savent très bien que c'est le match qui peut leur permettre vraiment de lancer leur campagne européenne. Parce que le Barça, si tu élimines le Barça, tu élimines l'une des plus grosses têtes en Europe, Ligue Europa et Ligue des Champions confondues, compte tenu de leur forme du moment. Et puis oui, United, du fait de leur forme du moment, du fait de leur effectif et du fait de leur statut dont on a parlé, s'ils sont en Ligue Europa, c'est pour la gagner. C'est absolument pas pour les caméras ou quoi que ce soit. Ils sont là pour gagner. Puis Et c'est mieux que très ça, important. et puis mieux que ça, il faut le dire, c'était sur le papier peut-être la confrontation européenne la plus équilibrée, Ouais. parce que tu pouvais Totalement. aisément imaginer soit les deux gagner d'une courte tête ou perdre d'une courte tête du coup, soit un match nul riche en buts, et c'est exactement ce qui est arrivé. Je pense qu'à Old Trafford on aura un scénario similaire. J'aurais plus quand même un 2-1 United, tu vois, mais dans un finish, dans un rush un peu épique, tu vois. Mais pour moi, United, ouais, ils ont de quoi bien lancer leur saison. Après, il faut faire attention parce qu'Arsenal aussi a très très bien démarré sa campagne en Europa League. Et typiquement, moi, ce que j'espère sincèrement voir, c'est une finale United-Arsenal. Ce serait magnifique. Un espèce de finish, tu vois, la prolongation de la PL, si tu veux. Il y a eu ce Arsenal-Chelsea en 2019. Il y avait déjà cette course au top 4. Et puis, il y a eu cette finale d'Europa League à Bakou. Et j'aimerais bien qu'on revive la même chose, mais avec un Arsenal-United. Mais par rapport à Manchester United, Imran, tu parlais de continuité, qu'il fallait faire confiance à l'entraîneur. Est-ce que c'est pas en train de se passer actuellement? Est-ce que c'est pas le début d'un projet intéressant avec Ten Hag et pourquoi pas lui donner les clés du camion? Et est-ce que c'est pas ce qui est en train d'arriver? On avait avec Cristiano Ronaldo, les Glazers auraient pu donner les pleins pouvoirs à Cristiano Ronaldo et lui donner raison, mais au final, c'est Ten Hag qui a eu le dernier mot. C'est intéressant, mais encore une fois, j'attendrai le mercato d'été 2023 pour réellement être fixé sur qu'est-ce que Manchester United veut faire avec Eric Ten Hag et s'ils vont lui donner la continuité ou pas. Parce que cette saison-là, Eric Ten Hag est en train de redonner le sourire à Manchester United et je pense que c'était ce qu'il fallait après une saison 2021-2022 douloureuse. Il fallait redonner le sourire à United. C'est fait, il y a cet élan d'euphorie, il y a cet élan de confiance parce que tu vois qu'un mec comme Marcus Rashford commence à remarcher sur l'eau, mais le mercato d'été pourrait être un tournant. Et encore une fois, la question du repreneur doit être aussi discutée parce que le repreneur, peut-être qu'il ne veut pas forcément de Eric Ten Hag. Peut-être que Eric Ten Hag est une trop forte tête pour certains des repreneurs, donc attention. Mais pour revenir à l'Europa League et en général aux compétitions, enfin les coupes, Manchester United doit absolument gagner. Il faut regagner. Cette équipe-là a presque perdu cette culture de la gagne-là. Et il faut absolument la retrouver en gagnant ces trophées-là. Ces trophées ne payent peut-être pas de mine, quoique très prestigieux, surtout en Angleterre, surtout la FA Cup, mais il faut gagner parce que derrière, tu as une culture de la gagne et surtout, ça te donne de l'expérience. Et l'année prochaine, United jouera sans doute la Ligue des Champions. Ce sera très important d'avoir cette expérience-là d'une épopée européenne en Europa League pour ensuite faire une bonne campagne de Ligue des Champions. Je reprends l'exemple de Villarreal. L'épopée européenne de Villarreal en 2021, qui leur a permis de remporter l'Europa League, leur a servi derrière à être beaucoup plus robuste et à sortir le Bayern et la Juve. Donc du coup, cette expérience-là va être importante. Mais du coup, pour reprendre ta question, il faut absolument que Eric Ten Hag ait la confiance et le mercato d'été 2023 sera une base pour savoir si oui ou non Eric Ten Hag pourra implanter un cycle et pourra enfin marquer l'histoire avec donc des trophées. Juste, info de dernière minute, les anciens propriétaires / crevards de l'AC Milan, Elliott, auraient transmis une offre surprise de dernière minute pour la reprise de Manchester United. Donc ça commence à fusiller, les offres commencent à fusiller. Manchester United commence petit à petit à avoir de nombreux repreneurs pour être l'actionnaire majeur de cette équipe-là. Et du coup, par rapport à cette histoire de Cristiano Ronaldo, est-ce que pour une fois, on a vu l'institution mancunienne être de nouveau sur le devant de la scène? Enfin, Totalement. C'est sûr et certain. Et je pense que le club, j'ai un maillot Ronaldo, hein, donc c'est un peu contradictoire, mais la gestion du cas Ronaldo a été assez bonne dans le sens où on n'a pas fait durer le truc. Au bout d'un moment, quand tu tiens de tels propos, et on est d'accord pour dire que c'est pas tout blanc tout noir, c'est pas United qui a raison, Ronaldo qui a tort.
Il y a des cas où on a vu par exemple ce que Ronaldo racontait par rapport au traitement du club à la suite du regrettable décès de son nouveau-né en avril, si je ne m'abuse. C'est une histoire totalement horrible. On est d'accord pour dire que c'est dégueulasse, que le club aurait sûrement dû mieux s'occuper de son joueur suite à ce drame-là. Mais si on en reste par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain et dans les vestiaires, footballistiquement parlant, le club a eu le nez creux et a bien fait de se débarrasser de Ronaldo parce que le plus important, c'est le collectif. Alors oui, on est d'accord pour dire, en tant que fan de foot et en tant que fan de United, qu'on veut tous voir CR7 briller, on veut tous le voir marquer, on veut tous le voir être épanoui. Mais en tant que fan de United, au bout d'un moment, on veut gagner des trophées, on veut une équipe compétitive, on veut une équipe qui progresse. Et l'extra sportif n'est jamais bon. Quand ça prend trop d'ampleur, quand on parle plus de Ronaldo que du football, quand, encore une fois, on n'attribue pas assez de confiance au coach, et au final, bon, on a donné cette confiance-là au coach, et c'est une bonne chose. Quand on n'attribue pas cette confiance-là au coach, on l'a vu maintes et maintes fois, notamment au PSG, peut-être qu'on en parlera plus tard, ça fait pas bon ménage, et United a très bien réagi, d'autant plus que oui, tactiquement, le fait de retirer Ronaldo du 11, ça t'offre plus de possibilités. Après, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus monter dans le train de ceux qui disent « Ah, ça y est, Ronaldo n'est plus dans le 11 ». C'est grâce à ça qu'United performe. Il faut aussi regarder ce que Ten Hag a apporté. On en parlait un petit peu. Voilà, déjà, on parlait des matchs de Brighton et Brentford. Lors de ces deux défaites, il faut regarder aussi la ligne défensive alignée par Erik Ten Hag, qui n'a rien à voir avec ce à quoi on a droit actuellement. Il y avait Harry Maguire. Aujourd'hui, Harry Maguire ne joue plus. Tu as eu entre-temps l'avènement de Lisandro Martinez, qui est incroyable. Luke Shaw, voilà, qui peut évoluer dans ce rôle un petit peu hybride. Le jeune Tyrell Malacia, qui est très très bon. On avait à droite l'explosion de Diogo Dalot et le retour au premier plan d'Aaron Wan-Bissaka. Ça, c'est des choses, voilà, aussi qu'il faut mettre en avant. Il ne faut pas tout ramener toujours à la présence ou à l'absence de Ronaldo dans le 11 titulaire. On a vu que Ten Hag a enfin trouvé cette formule au milieu avec Casemiro, tantôt associé à Eriksen, tantôt associé à Fred. Rashford qui explose dans ce nouveau rôle. Le transfert de Wout Weghorst qui, même si c'est vrai, n'est pas un joueur de classe mondiale, a réussi à comprendre son rôle, ce qu'il pouvait apporter à ce collectif. Donc pour en revenir au cas Ronaldo, non, ça a été extrêmement bien géré, aussi bien sportivement que extra-sportivement, je pense. Ouais, on a eu pas mal de réactions, notamment une du frérot Adem, qui a dit « Est-ce que Liverpool est capable justement de tenir le rythme si United, Chelsea, Arsenal, voire même Newcastle intègrent durablement cette course au titre à l'avenir ?» Ils le sont si on a des propriétaires qui se décident enfin à investir et à vraiment soutenir son coach. Parce que s'il faut se dire, c'est que Jürgen Klopp a quand même fait des miracles, parce que tu regardes la matière qu'il a eue. Franchement, sur le papier, c'est pas de la même qualité que ce que tu peux trouver à City, que ce que tu as pu voir à Arsenal ou même à Chelsea un temps, ou même à United en ce moment. Et il faut le dire, c'est qu'à un moment donné, il a su faire surperformer des mecs qui jamais on attendait à ce qu'ils atteignent ce niveau-là et qui trouvent un minimum de constance à ce niveau-là. Donc, qu'on donne pour une fois à Jürgen Klopp le matériel qu'il mérite enfin, après tous ses services rendus, même si il est aussi une partie du problème, il faut le dire, parce qu'il y a des choix qu'il a fait qu'il n'aurait pas dû faire. Il y a des moments où il aurait pu se permettre des coups de gueule et ça aurait été nécessaire pour envoyer un message clair à la direction aussi. Je pense que Jürgen Klopp, moi je serais personnellement enclin de lui laisser une dernière chance et je suis convaincu qu'il n'est pas fini, mais franchement il faut qu'on lui donne le matériel nécessaire et après ce sera lui et ses choix. Si vraiment il fait les mauvais choix, etc., c'est pas la peine, mais sinon pour moi je pense qu'il serait convaincu, tu vois. À voir si par exemple tu lui donnes un Jude Bellingham ou si tu lui donnes un Josko Gvardiol derrière à côté d'un Konaté pour concurrencer Van Dijk, etc. Il y a des choses à faire, mais on est en suspens. Tout dépend de si on investit ou pas. On a Adem qui disait que à partir du moment où Maguire quitte ton effectif, tu es capable de tout. Donc voilà. Et par rapport à Manchester United, les dernières questions, qu'est-ce qui pourrait être les recrues? Quelles seraient les bonnes recrues pour le club l'année prochaine, pour l'été 2023? C'est simple, c'est une solution qui s'appliquerait à toutes les équipes. Il joue à Tottenham, il porte le numéro 10. Il joue comme un numéro 10, c'est un numéro 9, Harry Kane. Ouais. Harry Kane serait une solution City l'a à tous raté les de problèmes peu. d'effectifs. Ils auraient dû l'acheter. Et ça, c'est incompréhensible. Mais
aussi. Bon, ça, nous, on connaît, nous, les chokes, tout ça. Les coutumiers du fait. Mais Monsieur Harry Kane, ça réglerait presque 90% des problèmes offensifs que l'on a pu voir cette saison à United, notamment lors de ce fameux United-Newcastle où Manchester avait galéré à avoir des occasions. Peut-être que le petit blondine anglais aurait pu apporter beaucoup de choses. Pour moi, ce serait Frankie de Jong. Alors, en soi, c'est pas tant le nom qui m'intéresse, mais déjà pour le principe, tu donnes la recrue que veut ton coach. Donc déjà, c'est le meilleur moyen de lui signifier ta confiance en lui et le meilleur moyen de lui dire, ok, on te laisse bosser, on te fait confiance, vas-y, montre-nous ce que tu veux nous proposer. Et aussi, tu vois, tu regardes que tactiquement, si tu as un double pivot, si tu arrives à aligner un double pivot, Casemiro et Frankie de Jong, tu as un double pivot extrêmement complémentaire, tu as un bagage technique monstrueux, tu as un mec qui en plus se projette très très bien, lit bien les espaces, est capable de bien se projeter dans la surface, un bon jeu de tête, a les deux pieds, et surtout, en fait, tu aurais ton entre guillemets milieu parfait, c'est-à-dire que tu aurais un 6 un peu plus méchant, un 6 pur jus comme Casemiro, mais qui sait aussi se projeter. Tu aurais un 6 qui se projette beaucoup plus naturellement et beaucoup plus facilement en personne de Jong, et tu aurais un Bruno Fernandes ou un Christian Eriksen derrière qui serait beaucoup plus concentré à la création, un cran plus haut en tant que numéro 10. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait à Manchester United. Déjà, ils vont renouer avec un système, ils sont en train de le faire, mais ils vont renouer avec un système qui leur a vraiment bien plu finalement, le 4-4-2/4-2-3-1 sur la fin de l'ère Ferguson, avec un milieu totalement neuf, nouveau, différent. Tu t'offres des possibilités immenses sur le plan technique, sur le plan tactique, sur la manière d'animer, de créer, de combiner, de faire jouer tes attaquants, de commander ta défense aussi. Donc pour moi, ce serait la recrue parfaite, Frankie de Jong pour United. Frankie de Jong, est-ce que tu citais un attaquant, pourquoi pas un Randal Kolo Muani qui est en feu cette saison, qui a ce profil très complet, qui est capable d'être aussi bon passeur que très bon buteur. Ça peut être aussi une solution adéquate pour le club. La seule nuance que je ferais, c'est que United, l'année prochaine, normalement, ça doit taper le titre. Ça doit être dès la J1 en course pour le titre. Et est-ce que l'adaptation de Randal Kolo Muani ne prendrait pas beaucoup trop de temps pour assouvir ces ambitions-là par rapport à Harry Kane? Et c'est le même cas aussi pour un joueur qui est énormément cité parmi les recrues, Victor Osimhen. L'adaptation est extrêmement importante et on n'attend pas d'un attaquant qui puisse s'adapter et qui puisse aller performer dans 6-8 mois à partir de août 2023. Non, on attend vraiment du concret. On attend qu'il y ait un step-up immédiat et seul Harry Kane peut apporter ce step-up-là. Ça peut apporter ce step-up-là par rapport aussi des joueurs qui doivent partir de l'équipe. On peut penser peut-être à un Jadon Sancho. Oui. Est-ce que ça doit partir du club? Totalement. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Et Jadon Sancho, à mon avis, j'espère qu'il me donnera tort, hein, mais à mon avis, voilà, c'est bon, le wagon est passé, c'est fini. Ça fait bientôt 1 saison et demie qu'il est au club. Quand tu coûtes autant, c'est vrai que c'est toujours un petit peu agaçant de revenir aux sommes que les joueurs coûtent, d'autant plus que c'est pas de leur fait. Mais quand tu coûtes, je crois, 95 millions et que tu as montré si peu, et Sancho ne peut pas se cacher, on lui a donné sa chance à maintes et maintes reprises, au bout d'un moment, c'est que peut-être juste l'équipe, le contexte du moment ne lui convient pas. C'est un joueur, on sait qu'il est talentueux, on l'a vu à Dortmund pendant plusieurs saisons, mais peut-être que la philosophie de Ten Hag, peut-être que les partenaires qu'il a, le jeu prôné par Manchester United actuellement, ne lui correspond pas. Je pense que il faut pas forcer, ça arrive de se tromper et il faut juste être assez honnête avec soi-même pour reconnaître que ok, on s'est trompé avec ce joueur, on pensait que à l'été 2021 c'était la recrue qu'il fallait, on est en train de constater que ce n'était pas le cas, c'est pas grave parce que c'est un départ qui peut être pallié, c'est un joueur qui joue pas beaucoup et au final son absence dans le 11 et même dans la rotation ne fait pas tâche. Donc oui, moi je pense que un joueur comme Jadon Sancho, il faudrait s'en débarrasser, mais sans pour autant le fustiger. Ça reste un jeune joueur qui est pétri de talent, mais à mon avis, voilà, il lui faudrait peut-être un autre club pour mieux exprimer les qualités qu'on a vues à Dortmund. Du coup, j'ai une question pour toi. Du coup, comme tu supportes le club, on a vu la forme de Marcus Rashford qui est exceptionnelle, mais il a 2 postes de prédilection, c'est ailier gauche et un petit peu dans l'axe, comme on le voit en ce moment.
Est-ce que du coup, si tu as un mercato conséquent, comment est-ce que tu juges et comment tu jauges Marcus Rashford? Est-ce que tu fais un mercato en te disant il va jouer à gauche et je vais chercher un neuf, ou bien est-ce que tu te dis je vais chercher un top ailier du type Kvaratskhelia par exemple du côté de Naples et je laisse Marcus Rashford en pointe? Je pense que ça va dépendre aussi des joueurs disponibles, Mhm. des joueurs avec lesquels il y a vraiment moyen de négocier. Si par exemple on suit la piste Harry Kane, à ce moment-là, bon, ben voilà, on est sûr que Rashford se cantonnera entre guillemets à ce rôle d'ailier gauche. Si on va chercher un Randal Kolo Muani, là on est dans un cas de figure un petit peu plus particulier, puisqu'on a deux joueurs assez hybrides qui peuvent justement permuter, être tantôt dans l'axe, tantôt sur le côté. Mhm. Donc vraiment, je pense que ça va dépendre de ce que United cherchera, de ce que United pourra avoir aussi cet été. Après, je pense que c'est vraiment dans l'axe qu'il faut recruter, qu'il faut vraiment fournir un top player. Et Harry Kane me semble être un très bon profil, même si bon, financièrement, c'est un peu plus compliqué que Kolo Muani, je pense. Compliqué d'aller négocier avec Lévy. On commence à avoir l'habitude avec lui. C'est Il lui reste malheureux. qu'un an de contrat, je crois. Il n'a pas encore prolongé. Donc, s'il faut frapper, c'est vraiment maintenant. Ah oui, c'est cet été ou jamais, hein. À lui de pas faire le con alors et de pas Mm. prolonger à la dernière minute. À United d'être convaincant. Aussi. Ou quelqu'un d'autre.